dirigeants de l'espace francophone sont réunis à Antananarivo où ils mènent la réflexion sur les défis à relever dans les pays membres de la francophonie. L'ouverture du 16e sommet de la francophonie a eu lieu ce matin en présence du président du Faso. 13 500 emplois pour sortir des jeunes burkinabés du chômage. Le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes a été lancé ce samedi par le Premier ministre Paul Kabatieba. Le coût de ce programme est estimé à 5 milliards de francs CFA. En santé, l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle a réalisé une prouesse en sauvant des bébés siamois. Ces bébés avaient été admis dans ce centre de santé le 10 novembre dernier. Les désormais jumelles se portent bien au grand soulagement de leurs parents. À l'étranger, le père de la révolution cubaine n'est plus. La mort de Fidel Castro a suscité de nombreuses réactions, dont celle de la communauté des Cubains exilés aux États-Unis. Les membres de cette communauté ont laissé exploser leur joie à l'annonce de la mort de Fidel Castro. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, les travaux du 16e sommet des chefs d'État de la francophonie ont débuté aujourd'hui dans la capitale malgache. Le président du Faso participe à ce sommet aux côtés d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Le thème de cette rencontre de la francophonie porte sur la croissance partagée, le développement et la stabilité dans l'espace francophone. Le reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Foussé Nikindo. Après le rendez-vous manqué de 2010, Madagascar revient à la une cette année. La tenue effective du 16e sommet de la francophonie marque un tournant important pour la grande île dans ses rapports avec la famille francophone. Antananarivo 2016 sera le lieu d'importantes décisions pour l'approfondissement de l'idéal francophone. Outre le thème croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, les chefs d'État et de gouvernement devraient discuter de questions de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. Pour le président du Faso, arrivé hier dans la matinée, loin de penser que cette rencontre de Tana, l'autre nord de la capitale malgache, est un sommet de plus, ce serait l'occasion d'affirmer davantage la dignité de l'homme francophone. L'OIF ne doit pas simplement le regroupement de ceux qui parlent le français. Mais si on parle le français et puis pas soutenu par des actions de développement communautaire ensemble, je crois que c'est inutile. Parce que ce n'est pas simplement que la langue qui va nous développer, il faut que quelque part il y ait des projets ensemble. D'autres discours ont marqué l'ouverture de cette rencontre au sommet, notamment celle du Français François Hollande. Le président français a appelé la francophonie à multiplier les initiatives pour un monde plus juste. Les vagues migratoires en provenance d'Afrique auxquelles nous assistons actuellement exigent des réponses politiques inclusives, a-t-il ajouté. Retour au Burkina Faso où le Premier ministre a lancé ce matin le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce programme devrait générer 13 500 emplois au profit des jeunes et les sortir ainsi du chômage. Le lancement de ce programme est une réponse au président du Faso aux aspirations de la jeunesse burkinabé. Le reportage de Jean Zongo et Estelle Judith Assorba. Je déclare lancer le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Vive la jeunesse burkinabé! Les promesses du gouvernement à l'endroit de la jeunesse se concrétisent. Avec le lancement de ce projet, l'État burkinabé débourse environ 5 milliards de francs CFA pour lutter contre le chômage des jeunes et le sous-emploi. À terme, il devra générer 13 500 emplois permanents et temporaires. Le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes s'articulera autour de 3 composantes opérationnelles. La première composante, relative aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre, consistera au recrutement de 10 950 jeunes pour effectuer des travaux d'assainissement et de voirie. La seconde composante est consacrée au renforcement de l'employabilité. Elle permettra la mise en position de stage de pré-emploi de 500 jeunes diplômés ou qualifiés. La troisième composante est exclusivement orientée vers l'insertion professionnelle à travers la promotion de l'auto-emploi des jeunes. Les bénéficiaires, tous émus, ont par la voix de leurs représentants traduit leur gratitude au gouvernement pour son engagement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Pour le Premier ministre, il est intolérable que cette jeunesse soit abandonnée à ces maux qui freinent son épanouissement. La stratégie du gouvernement consiste à mettre maintenant des réformes structurelles à long terme.
à moyen et long terme dans le cadre du plan national de développement économique et social pour régler de manière définitive la question donc du chômage et de sous-emploi des jeunes. C'est cela. Et comment nous allons le faire? Nous allons le faire en réformant notre politique d'éducation, de formation et de formation professionnelle pour les jeunes. Parce que nous avons compris qu'une grande partie de la question du chômage des jeunes et du sous-emploi des jeunes réside dans le déficit de formation et également dans l'inadaptation de notre système éducatif aux besoins de notre économie nationale. Le démarrage proprement dit des activités de ce programme aura lieu dans 2 semaines. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour sa pérennisation. Assurance a été donnée par le Premier ministre. L'Assemblée nationale française est disposée à accompagner le Burkina Faso en matière de sécurité et de démocratie. Une délégation de parlementaires français est allée parler de cette coopération avec le président de l'Assemblée nationale. Et après l'Assemblée nationale, la même délégation est allée s'entretenir avec le Premier ministre sur ce sujet. Le point de cette audience avec Konsoun Koulibaly, Souleymane Sanou et Oumou Sissi. Soutenir le Parlement burkinabé dans le cadre de la diplomatie parlementaire franco-burkinabé, c'est le message que cette délégation de parlementaires français est venue transmettre au président de l'Assemblée nationale. C'est une visite qui ouvre un nouveau chapitre sur des axes de coopération entre les commissions en charge de la défense des 2 parlements. C'est une nouvelle assemblée et nous sommes tout à fait ouverts, le président Barthelone est tout à fait ouvert à des coopérations et à des formations même, à la fois des parlementaires mais aussi des administrateurs de l'Assemblée nationale. Et comme c'est une nouvelle assemblée et que le peuple en a ainsi décidé, eh bien on va vous aider à faire en sorte que cette démocratie, elle vive et que vous puissiez aussi, en particulier sur la défense et la sécurité, pouvoir améliorer peut-être très certainement les textes. Vous avez ces sujets, nous les avons vécus nous aussi, avec un certain nombre de textes législatifs et budgétaires aussi, budgets qui ont été augmentés en matière de défense et de sécurité, et puis législatifs également, en termes de droits, à la fois pour bien sûr nos armées et nos services de sécurité, mais aussi des libertés individuelles. L'audience entre Salifou Diallo et ses émissaires de Paris s'inscrit dans le cadre d'une tournée de ces parlementaires français. Après le Mali et le Niger, le Burkina est la dernière étape. Les parlementaires ont aussi été reçus par le Premier ministre. Ils sont venus rassurer le chef du gouvernement de l'engagement de la France aux côtés du Burkina en matière de formation des jeunes, de l'énergie, des transports, de l'agriculture et bien d'autres domaines. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont adressé 5 questions orales au gouvernement. Ces questions sont relatives à la qualité des télécommunications, au statut actuel du FESPACO, à l'assainissement et aux accidents de la circulation. À ces questions s'ajoute la récente opération de vente de parcelles organisée par la Sonature. Le résumé de la plénière avec Konsoun Koulibaly et Aruna Mari. Un débat à l'Assemblée nationale dans l'après-midi du vendredi 25 novembre, 2 questions adressées au gouvernement. La première est relative à la qualité des télécommunications. Pour le député Hervé Konaté du groupe parlementaire UPC, les services offerts aux usagers des services de télécommunications laissent à désirer. Je suis à moitié satisfait parce qu'elle a développé des batteries de mesures qui sont entreprises par le gouvernement pour améliorer la qualité des télécommunications au Burkina. Mais j'aurais souhaité qu'on puisse nous donner un délai, qu'on puisse développer, n'est-ce pas, un calendrier de mise en œuvre. Pour la ministre en charge de l'économie numérique, des actions sont en cours pour le maillage du territoire avec la fibre optique et le G-Cloud afin d'offrir des services plus adaptés. La deuxième question avec débat a porté sur le statut du FESPACO. Mon objectif à travers cette question, ce n'est pas forcément à rechercher à la privatisation du FESPACO, mais c'est de voir quelle nouvelle stratégie on peut donner au FESPACO pour qu'il ait un nouvel élan, pour qu'il puisse avoir plus de financement. Pour le ministre en charge de la culture, le statut adapté du FESPACO doit répondre aux impératifs d'utilité publique. Considérant que le FESPACO est investi d'une mission de service public culturel, lui conférer un statut de structure privée poserait problème. Parce que le privé n'a pas vocation à assurer une mission de service public. Alors que
le statut actuel du FESPACO lui permet de bénéficier des subventions assez substantielles de l'État, en raison par exemple de 500 millions à chaque édition. Deux autres questions sans débat étaient également à l'ordre du jour. Il s'agit d'abord des mesures prises par le gouvernement pour réduire les cas d'accidents de circulation. Pour le ministre en charge des Transports, l'adoption du cahier de charges des auto-écoles, la pose de limiteurs de vitesse exigés au niveau des compagnies de transport sont autant d'actions parmi tant d'autres devant concourir à terme à réduire les accidents. Les questions d'assainissement préoccupent aussi les députés. Pour le ministre, le combat contre l'insalubrité est d'abord psychologique et les populations doivent aussi jouer leur partition aux côtés de l'État. L'actualité nationale s'est aussi invitée à la table des députés avec l'opération de vente de parcelles Sonature. En réponse, le ministre Dieudonné Bonannée a indiqué qu'il s'agit d'un travail d'assainissement de la gestion du patrimoine de la société. Autre point de l'actualité, l'heure est au bilan pour le PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Ce projet est mis en œuvre grâce au partenariat entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale. Les représentants des deux parties se sont retrouvés à Ouagadougou pour faire le point des activités déjà menées et formuler les recommandations pour la suite du projet. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Assorba. Les activités du PAPSA, projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, passaient à la loupe à cette rencontre. À moins de 2 ans de la fin du projet, c'est une satisfaction générale qui se dégage dans l'ensemble. Vous savez que le projet est mis en œuvre il y a cela plus de 5 ans. Et au jour d'aujourd'hui, nous commençons à voir les impacts de ce projet sur le terrain en termes de satisfaction des bénéficiaires dans tous les volets, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la production animale, de la production agricole, mais aussi notre appui au Centre régional d'agriculture. Nous avons vu que véritablement il y a des avancées en termes d'amélioration de la productivité, de la sécurité alimentaire des populations, mais aussi pour tous les aspects liés à la protection de l'environnement. Des activités qui se sont bien déroulées, certes, cependant des aspects restent à être améliorés pour une mise en œuvre efficace du projet. Il va falloir que les uns et les autres sur le terrain s'approprient de l'exécution même des activités et qu'ils puissent apporter un véritable appui conseil aux producteurs. Un autre aspect, comme tout au niveau de la Banque mondiale, d'accepter quand même que débourser un peu pour pouvoir accompagner les producteurs dans certains équipements et dans certaines manières dans le renforcement des capacités. Cette rencontre entre la Banque mondiale et les acteurs du projet a aussi servi de cadre pour faire le point de la situation de la passation des marchés et de la gestion financière. Pour un financement total de près de 38 milliards de francs CFA, le taux de décaissement s'élève à 57%, un taux jugé appréciable par les deux parties. Parlons toujours de projets dans le secteur agricole. Le projet AGRA finance et fait la promotion de l'agriculture. Dans l'ouest du Burkina Faso, ce projet accompagne Nafaso, une structure de production de semences. Et grâce à cet accompagnement, Nafaso a aujourd'hui une réputation régionale avec une production de plus de 5000 tonnes de semences par an. Visite guidée avec Karim Ilboudo et Amadou Lougui. Améliorer la productivité agricole en Afrique en finançant les acteurs du monde rural. Le projet sous-régional AGRA en a fait sa principale priorité. Et parmi les structures bénéficiaires de ce financement, on compte Nafaso ou NEMA Agricole du Faso. Nous avons eu un soutien pour nous permettre d'organiser les parcelles de démonstration, les visites commentées pour que les gens connaissent la semence, pour la production des semences de riz, la production de semences de niébé et la production de semences de maïs. Un appui orienté également vers la formation du personnel et des techniciens. En une décennie à peine, la production sémencière de Nafaso a été multipliée par 50. Avant 2008, on était à moins de 100 tonnes. Et à partir de 2008 déjà jusqu'à 2016, actuellement, nous sommes à 5000 tonnes. Quand nous prenons en termes de chiffre d'affaires, en 2008, on était à moins de 100 millions et en 2016, nous sommes à 2 milliards et un peu.
Une performance qui a valu à Nafaso les encouragements du projet AGRA, un projet intervenant dans 18 pays et qui entend insuffler un nouvel élan à l'agriculture en Afrique. C'en est fini pour la série des conférences publiques sur le thème du 11 décembre dans la région du Centre-Nord. Aujourd'hui, ce sont les populations de Kaya qui ont été édifiées sur ce thème intitulé « Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social ». En termes de bilan, le ministre en charge de la communication estime que l'objectif de l'organisation de ces conférences a été atteint. Amadou Ilpouro, Mounira Keri. Après Boulsa et Kongossi, c'est le tour de Kaya de recevoir la commission thème de la célébration du 11 décembre prochain. Filles et fils du San Matenga, ainsi que les forces vives de la province sont ici sensibilisés autour des aspirations profondes et actuelles du peuple burkinabé, lesquelles s'expriment à travers le thème « Démocratie, défis sécuritaires, progrès économique et social ». Le ministre d'État a fait la conférence inaugurale. Nous avons ensuite eu des conférences dans chaque province avec notamment des thématiques précises et le panel. Et ces conférences ont été l'occasion pour les populations de participer et de donner leurs sentiments. Donc c'est pour ce même effet-là que nous sommes aujourd'hui au niveau donc, de Kaya, afin justement que les populations s'approprient la thématique et qu'elles puissent également faire remonter leurs inquiétudes et leurs préoccupations par rapport à ces questions sécuritaires, ces questions de développement économique et de progrès social. Parce que les populations en sont les premiers acteurs, elles sont également les premiers bénéficiaires. Au-delà du thème central, les sous-thèmes du 11 décembre sont décortiqués au profit des participants. Et c'est toute une jeunesse qui y porte une oreille attentive. Les questions soulevées par les participants à ces différentes conférences-là montrent que vraiment c'est un thème évocateur et c'est un thème important et c'est l'actualité du moment, la démocratie, les défis sécuritaires, c'est très lié et les gens en tout cas se l'ont approprié à notre sens. 3 provinces, 3 conférences publiques sur le thème de la célébration de la fête nationale. Et les organisateurs espèrent que cette série de conférences aura permis de jeter les bases d'une véritable cohésion pour offrir aux Burkinabés une belle fête de l'indépendance. La 11e édition du Forum international sur la recherche scientifique et de l'innovation technologique a refermé ses portes à Ouagadougou. Le festival se termine à la satisfaction générale des organisateurs au regard de la qualité des inventions. Le clou de la manifestation a été la cérémonie de distinction au cours de laquelle 3 prix du président du Faso et une quarantaine de prix de particuliers ont été décernés. Daouda Ouattara et Zalissa Sanfou. Salif Jean-Pierre Dondassi est l'un des 3 lauréats du prix du président du Faso pour l'innovation, décerné à ce 11e FIRSIT. Sa trouvaille qui séduit, l'incinérateur dénommé Wabzanga, une machine qui transforme tous les déchets biomédicaux en cendres. Cet ouvrage, sa particularité, c'est qu'on va l'installer hors de la ville de Ouaga. Vous êtes d'accord avec moi qu'en tout cas avec la pollution en ville, surtout dans les centres les formations sanitaires, ce n'est pas facile. Donc c'est ainsi qu'on va les mettre carrément hors de la ville, avec l'appui technique des services municipaux, l'environnement et le ministère de la Santé. Donc désormais, les déchets seront convergés sur le site qui sera choisi. Le 11e FIRSIT referme ainsi ses portes par des couronnements. Au total, une quarantaine de prix a été décernée à ceux qui conçoivent pour rendre le futur meilleur. Nous avons présenté de nouveaux antioxydants, anti-inflammatoires et analgésiques. Pour le ministre en charge de l'innovation, le 11e FIRSIT aura tenu toutes ses promesses de par la diversité des inventions innovatrices proposées, surtout en matière d'adaptation au changement climatique, comme l'aurait souhaité le thème de cette année. Le principal défi sera désormais d'accompagner ces chercheurs à perfectionner leur travail et de le rendre disponible. On reste dans le même domaine pour dire que la France soutient les jeunes chercheurs et innovateurs des pays en voie de développement. Et ce soutien est fait à travers le prix dénommé « La France s'engage au Sud ». Ce prix est à sa 2e édition et 10 jeunes Africains, dont 2 Burkinabés, ont été lauréats. Ils ont reçu chacun près de 28 millions de francs CFA. Plus de précisions avec Gérard Soumé et Ismaël Dilouma Sirima. Ces 2 jeunes Burkinabés
qui encadre l'ambassadeur de France sont les heureux lauréats du concours La France s'engage au Sud. Claude Arsène Sawadogo a trouvé des solutions contre la dégradation des sols et de l'environnement. Selon lui, l'agrochimie a montré ses limites et il faut mettre l'accent sur la culture bio. Une idée qui a été récompensée à plus de 28 millions de francs CFA. La première des activités à faire, c'est d'acquérir, de faire des investissements du matériel. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons commencé dans un garage avec un petit frigo transformé en étui. C'est d'avoir un vrai laboratoire pour vraiment rehausser la qualité des produits que nous proposons aux maraîchers. Le 7 novembre dernier, Kaïtou Hien a aussi reçu des mains de François Hollande le prix dénommé « La France s'engage au Sud ». Ingénieur en environnement, il met en valeur les chenilles ou chitoumou. Depuis 2 ans, avec ses 7 employés permanents, il les conditionne et les rend croquants. La compétition vise justement à récompenser des initiatives qui ont un impact social fort ou qui peuvent avoir un impact social fort. L'impact social peut ne pas exister d'abord, mais si le projet arrive à démontrer que voilà, sa mise en œuvre va vraiment avoir de l'impact social important. La dimension sociale, c'est aussi 400 femmes qui, en amont, collectent, sèchent et vendent les chenilles. Et pour cette saison, ces femmes ont reçu 11 millions de francs CFA pour 7 tonnes de chenilles ramassées. Autant de quantités qui laissent prévoir un chiffre d'affaires de près de 50 millions de nos francs. Mais au départ de l'entreprise, c'était loin d'être évident. Pour développer par exemple les premiers prototypes, ça voudrait dire qu'il faut avoir des laboratoires appropriés avec des équipements qu'il faut. Monter une phase pilote en quelque sorte, vendre le produit, tester le marché pour voir si ça a du sens avant d'investir éventuellement dans une production beaucoup plus importante. On a eu ces difficultés parce qu'il n'y a pas d'équipement ici sur place. On était obligé de faire la plupart de nos analyses à l'extérieur. À présent, avec ses connaissances en biochimie, il envisage de maîtriser le cycle de reproduction des chenilles pour les élever et les rendre disponibles 12 mois sur 12. Et pour arriver à ce genre de prouesse, il faut certainement évoluer dans de bonnes conditions d'études. Et ce n'est pas le cas pour certains étudiants de l'université de Koudougou. Mais l'espoir est encore permis puisque ces derniers disent détenir les solutions aux maux qui minent le système universitaire burkinabé. Des solutions conseillées dans un document qu'ils ont remis au premier responsable de l'enseignement supérieur, Moussa Ouedraogo, Zoubavier David Dabiri. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, les universités burkinabées sombrent encore dans la léthargie. Et le chevauchement des années académiques qui en découlent demeure une source permanente de tension entre les différents acteurs. Pour y remédier, ces étudiants mènent depuis hier la réflexion en vue de dégager des solutions adaptées à la situation. Des solutions confinées dans ce document et officiellement remis aux autorités. Nous avons proposé des solutions, des perspectives de sortie de crise. Et parmi ces propositions, il y a bien sûr la construction d'infrastructures en nombre suffisant. Il y a également le recrutement de personnel quant aux enseignants et les personnels ATOS. Nous avons également la gouvernance au sein des universités, parce que vous savez que ce n'est pas toujours aisé quand la communication ne passe pas au sein des administrations locales et centrales. Quand nous on a fait les inscriptions là, c'est 2 ans après nous on a commencé. Et pour être sûr d'être bien compris, ces étudiants illustrent le contenu du document à travers une série de sketchs sous le regard soutenu de leur premier responsable. Ce sont des intelligences, des réflexions, des idées et des analyses qui ont été faites donc sur ces retards-là, voilà, tel que ça se vit au niveau de l'université de Koudougou ici et certainement tel que ça se vit aussi ailleurs dans les autres universités publiques. Donc nous allons porter une attention très particulière à ce document. Les différentes parties promettent se retrouver bientôt pour pousser la réflexion sur le sujet. Il s'agira d'aplanir les divergences sur les moyens de sortie de crise dans les universités au Burkina Faso.
Un mot de santé dans cette édition. L'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle a réussi une prouesse, une intervention chirurgicale de bébés et siamois. Ces bébés avaient été reçus dans cet hôpital le 10 novembre dernier. Les parents de ces désormais jumelles ont appris la nouvelle avec soulagement, eux qui avaient des croyances mystiques sur les bébés siamois. Aujourd'hui, Ruki et la fille Latifatou se portent bien. On voit cela avec Moussa Ouedraogo et Mounira Keri. Ruki et Latifatou sont des bébés siamois nés à Manga le 10 novembre dernier. Au-delà du sang qui les unit, ces jumelles sont venues au monde collées l'une à l'autre. Et pour les sauver, une intervention chirurgicale s'impose. C'est alors que les sœurs siamoises sont urgemment reçues par l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Après intervention, Ruki et Latifatou sont désormais indépendantes l'une de l'autre et hors de danger. Ils étaient accolés au niveau de l'ombilic, ce qu'on appelle communément dans notre langage enphallopage. Ils ont été opérés le lendemain. On a dû faire une échographie abdominale au préalable pour voir déjà s'il y avait, pour voir déjà les malformations qui se présentaient. Donc c'est au décours de cette échographie qu'on a vu que c'était les foies de chaque bébé qui étaient accolés. Au cours de l'intervention, on a juste sectionné la zone d'accollement des 2 foies, voilà, et on a refermé. C'est elle, la mère des jumelles. Cette maternité porte à 9 le nombre de ses enfants. Mais avec la naissance des bébés siamois, Zainabou dit avoir vécu la frayeur de sa vie. J'ai eu très peur quand j'ai vu les enfants. Je suis maintenant très contente. Je ne savais même pas qu'elles allaient survivre. C'est moi qui ai envoyé les enfants ici. Leurs poitrines étaient collées et chacune suçait les lèvres et les doigts de l'autre. On croyait avoir affaire à des génies. L'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle a déjà reçu en son sein plusieurs bébés siamois. Cependant, tous n'ont pas eu la chance de Ruki et Latifatou. Il y a eu des cas où malheureusement ça n'a pas donné dû au fait qu'ils sont arrivés sur le tard. Parce que comme vous le savez, nous on n'a pas de service de maternité. Ces enfants-là naissent donc ailleurs et donc nous sont référés par la suite pour une meilleure prise en charge. À présent, Ruki et Latifatou évoluent comme tout autre bébé. Et très bientôt, les parents pourront rentrer chez eux à Manga avec leurs jumelles en bonne santé. Voilà une performance qui va certainement faire plaisir à l'Association des professionnels africains de la communication. La PAC mène présentement un plaidoyer pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso. Et ce plaidoyer est mené auprès des responsables des médias afin qu'ils prennent le sujet en compte dans leur programme. La rencontre se tient depuis hier à Ouagadougou, Rocher Kam, Mariam Dawo et Soubaviel David Dabiri. L'information sur la santé sexuelle et reproductive, une nécessité pour mieux orienter les jeunes de 15 à 24 ans. La conviction est de l'APAC, l'Association des professionnels africaines de la communication. Et en vue d'atteindre cet objectif, elle mène ici un plaidoyer auprès des responsables des médias. Au cours de cet atelier, nous allons effectuer la clarification des concepts afin que nous soyons tous au même niveau de compréhension des questions de santé sexuelle et reproductive et dire combien la communication est importante pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Au sortir de l'atelier, ils devront accorder une place de choix aux productions liées aux questions telles les grossesses non désirées, la sexualité précoce, les IST et le VIH-Sida. Nos collègues et nos confrères s'engagent davantage dans la promotion des questions de santé sexuelle et reproductive à travers leur production, à travers les articles, à travers les émissions de radio, à travers les émissions de télé. C'est vraiment les attentes que nous formulons aujourd'hui vis-à-vis de nos confrères, de nos collaborateurs et surtout des responsables des organes de presse. Cet atelier entre dans le cadre des activités de la phase 2 du projet Voix pour la santé, un projet qui bénéficie dans sa mise en œuvre de l'appui financier de l'ONG américaine Planned
Parenthood Global. Autre point de l'actualité, nous parlons de cinéma dans cette édition. L'assassin de ma maîtresse, c'est le titre d'un film réalisé par Aboubakar Sangaré et Emmanuel Baïdé. Ces deux jeunes réalisateurs, à travers leur œuvre, plongent les cinéphiles dans un monde d'humour, de tromperie et d'enquête. La première de ce film a eu lieu hier au ciné Burkina, Biludou Basongo et Vincent Tchendrebego. L'histoire se déroule à Ouagadougou. Sam est entrepreneur, Nadine, sa femme, est enceinte. Il profite de l'absence de son épouse en voyage d'affaires pour amener sa maîtresse dans le lit conjugal. Pendant leur sommeil, la maîtresse est assassinée par un inconnu. Rachel, réveille-toi, Rachel! Comment se débarrasser d'un cadavre dans une ville sous haute surveillance policière? Une fiction titrée L'assassin de ma maîtresse. Connaissez-vous Monsieur Sam Démé? Oui, Sam Démé, c'est mon mari. Sam, débrouille-toi tout seul. Il y aura mort d'homme. Tu sais de quoi je suis capable. Il a tué. Je l'ai retrouvé comme ça sur lui. C'est le tout premier long métrage des réalisateurs Boubacar Sangaré et Emmanuel Mbaïd. Pour eux, l'idée du film est de relater les déboires d'une société moderne en proie à l'irresponsabilité. Disons que c'est vrai, c'est un art et que c'est une question de point de vue. C'est aussi une question de sensibilité, mais c'est aussi une question justement de moyens mis en place donc, en amont. Le film est en compétition à la prochaine édition du FESPACO. Un film à voir très prochainement dans les salles de ciné au Burkina et à l'étranger. Et puis le groupe humoristique Gombo.com du Burkina Faso et le groupe Magnifique de la Côte d'Ivoire étaient en compétition hier soir au CIAO. Une compétition sans vainqueur puisque l'esprit de cette soirée était surtout de consolider les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Elle a été initiée par Challenge Production et le FIRO, Bilio Zubazongo et Vincent Tchendrebego. Monsieur le ministre, imaginez quand on enlève un blanc dans le désert, comment tous les médias se mobilisent pour qu'on le libère. Mais imaginez un jour si on enlève un noir, un africain dans le désert. Tous les médias vont se mobiliser pour dire mais toi-même tu arrives le faire là. Un face-à-face entre le Magnifique de la Côte d'Ivoire et le Gombo.com du Burkina Faso sur une scène humoristique. Nous avons la frappe. Nous le choisissons. Ah oui, ils ont dit pour le roi. Nous l'avons dit pour nous. Une compétition qui met à nu les tares de la société avec le double talent d'égayé et de conscientiser devant un public conquis par le rire. La Côte d'Ivoire et le Burkina, deux pays qui viennent de confirmer au monde et aux yeux de l'Afrique que la fraternité à travers l'humour, le rire, il n'y a rien de tel. Donc on vient de sympathiser, s'amuser et aussi exposer les problèmes, les tares de la société à travers l'humour avec ironie pour que nous en rions, mais aussi pour que nous retenions que vraiment on a des petits problèmes quand même. Organisé par Challenge Communication et le FIRO, ce clash se veut être la rencontre entre deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Notre lutte, c'est pour le Burkina et on se dit, il faut dire les choses telles que c'est. On le dit et les gens l'écoutent et à chacun d'en tirer des conclusions. On est très heureux. À l'issue de cette soirée du rire, difficile de désigner un vainqueur. Et le spectacle se prolonge ce dimanche pour un autre public à Bobo Dioulasso. Je vois un cristal qui m'appelle, je vois un numéro plus 226. Actualité hors du Burkina Faso, Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, n'est plus. L'annonce de son décès a été faite hier soir par son frère Raúl Castro, actuel dirigeant de Cuba. La dernière apparition publique de Fidel Castro remonte au mois d'août dernier. Il était le père de la révolution cubaine, l'un des derniers communistes de la planète. Fidel Castro est mort vendredi soir à l'âge de 90 ans. On le voit ici lors de sa dernière apparition publique, c'était à Cuba en août dernier. C'est son frère Raúl Castro qui a annoncé son décès à la télévision cubaine. Con profundo dolor. Cher peuple de Cuba, dit-il, c'est avec une profonde tristesse que je me présente devant vous pour annoncer à notre peuple, à nos amis d'Amérique et du monde,
qu'aujourd'hui, le 25 novembre 2016 à 22h29, est décédé le commandant en chef de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Conformément à la volonté du compagnon fidèle, sa dépouille sera incinérée dans les premières heures de la journée de samedi. En las primeras horas de mañana, sábado 26, hasta la victoria, siempre. Et suite à ce décès de Fidel Castro, 9 jours de deuil national ont été décrétés par les autorités cubaines et un hommage public est prévu le 29 novembre prochain. En attendant les réactions non pas tardées, comme celle de la communauté de Cubains exilés aux États-Unis. Cette communauté a laissé exploser sa joie à l'annonce de la mort de Fidel Castro. Des drapeaux cubains, des cris de joie et des concerts de tambours. C'est avec des scènes de liesse que les Cubains exilés aux États-Unis ont accueilli la mort de Fidel Castro. 1 millier d'entre eux se sont rassemblés au beau milieu de la nuit dans le quartier Little Havana à Miami. Je ne devrais pas être heureuse parce qu'une personne est morte, explique cette Cubaine, mais il a séparé ma famille. Mes parents ne rêveront plus jamais Cuba, alors aujourd'hui je me réjouis. Ils font la fête parce qu'ils savent que cette personne a causé du tort à leurs parents et à leurs grands-parents, raconte un autre habitant. Donc pas de division ici. Toutes les générations célèbrent la mort d'un dictateur. La communauté cubaine des États-Unis compte aujourd'hui plus d'1 million de personnes, des familles qui ont fui le régime autoritaire mis en place par Fidel Castro dans les années 50. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée de samedi en compagnie de la RTB.